Merci. Ah, bienvenue à tous pour cette conférence autour du Generative AI dans tous ses états avec Laurent et moi-même, Tony. Alors, le Generative AI, on a énormément de promesses autour de ce que peut nous offrir l'IA générative entre faciliter notre quotidien, faciliter nos métiers également au quotidien. Malgré tout, au-delà de ces promesses, il faut, lorsqu'on consomme des solutions d'IA générative, faire attention aux prompts, en tout cas les réponses qui nous sont apportées, il faut savoir les critiquer. Il ne faut pas prendre seulement pour argent comptant ce qui nous est proposé par ces solutions. Pour ma part, je suis Tony Jariot, je travaille pour Sogeti Capgemini. Je suis passionné de moto, d'apiculture, accessoirement. Et surtout, j'ai un esprit ouvert au monde. Euh, je suis passionné également de solutions cloud, AWS principalement, GCP accessoirement. J'ai été embarqué dans l'aventure de speaker avec Laurent. Donc bonjour à tous, enchanté d'être présent ici pour faire l'Innovation Week avec vous. Moi je m'appelle Laurent Grangeau, je suis un ancien collègue de Tony, on travaillait ensemble chez Capgemini. Et j'ai rejoint une petite entreprise, une petite start-up que vous devez connaître tous, qui s'appelle Google. Et pareil aussi, j'ai fait pas mal de choses, on a fait beaucoup de conférences ensemble. Je suis organisateur des meet-up Kubernetes, Docker, Serverless de Paris. Je suis ancien MVP Azure, où c'était une reconnaissance des personnes qui contribuent le plus. Et voilà, je suis depuis un plus de 2 ans maintenant chez Google sur les technos GCP et tout ce qui gravite autour. Donc aujourd'hui, pendant cette présentation, on va reprendre les b.a.-ba de l'IA générative en parlant de modèles LLM, de gros mots, les modèles LLM, des tokens, entre autres. On va parler également use case, donc dans quel cas on va retrouver principalement l'IA générative. Et ensuite, on va suivre ensuite deux démos. Une démonstration basée sur Jupyter. Jupyter avec une solution conversationnelle. Et ensuite une petite partie de démo avec Google Duet donc pour le prompt engineering. L'IA générative. À toi. Ah bon. Donc qu'est-ce que c'est l'IA générative? Donc la GenAI, je ne sais pas si vous en avez entendu parler ou pas du tout, mais en gros c'est un petit domaine qui est dans le domaine de l'intelligence artificielle. Donc on est vraiment sur quelque chose qui va générer des choses qui n'existent pas. Vous avez tous entendu parler évidemment de ChatGPT, donnant des cours aussi à d'autres étudiants que vous. S'il vous plaît, arrêtez d'utiliser ChatGPT si vous ne comprenez pas ce qu'il vous répond. Parce que le ChatGPT ou Bard ou autre, hein, désolé pour Microsoft dans la salle. Pourquoi? Parce que en gros, le but de ces IA génératifs, c'est de vous répondre. Ils vont vous répondre quelque chose, généralement des trucs pas, qui ne fonctionnent pas, mais ils vont vous répondre. Je prends l'exemple de typiquement au tout début, on leur demandait comment on pouvait faire pour récolter des œufs de vache. Et eux, naturellement, vous répondez, bah, vous attendez qu'une vache ponde, vous allez dans le champ et vous récupérez les œufs de vache. Évidemment, on a corrigé ça. Et donc GenAI, ça se base là-dessus pour du texte, mais aussi pour de l'image. On pense notamment à Midjourney, Dali, Bard aussi, on a Imagen de notre côté. Et tout ça, ça se base sur ce qu'on appelle des LLM, donc des Large Language Models, que vous connaissez peut-être de nom, Palm 2, Llama de chez Facebook. On a Mistral AI aussi, qui est une startup française, Cocorico, qui utilise aussi. Et tout ça, évidemment, ça fait tourner ChatGPT, Bard et compagnie. Et la démo. C'est la démo. C'est la démo? Ah, c'est le live. C'est le live? Vas-y. C'est pas grave, tu le laisseras, il y aura en bas. C'est pas grave. Ouais, c'est pas grave. Je peux pas. Arrête de cliquer partout, C'est bon. merci. Ok. Du coup, les LLM, vous en avez entendu parler depuis un peu plus d'1 an maintenant, avec ChatGPT évidemment, OpenAI surtout, qui a vraiment exposé au monde une version ChatGPT 3, je crois il me semble à l'époque, qui a vraiment révolutionné l'IA. Mais ça existe depuis des années, des années, des années. On va pas vous mentir, hein, Google, on travaille dessus depuis une dizaine d'années avec notre filiale DeepMind
Donc si vous avez entendu parler d'AlphaGo, AlphaFold et compagnie, tout ça c'est basé sur des LLM et on a du code de Google qui tourne sur pas mal de LLM. Alors qu'est-ce que c'est la Generative AI? C'est vraiment prendre des modèles qui ont été déjà pré-entraînés. Et on va voir tout à l'heure que entraîner un modèle d'IA, c'est coûteux. Donc du coup, ceux qui veulent s'amuser à réentraîner un modèle d'IA, bon courage à eux. Et on va mettre des méthodes de fine-tuning. Alors le fine-tuning, c'est quoi? On va en revenir tout à l'heure, mais c'est la capacité de votre modèle à répondre à votre besoin et pas aux besoins global. Et les techniques de prompt engineering, donc taper du texte, et on fera une petite démo là-dessus, Tony et moi. Et tout ça, ça fait la Gen AI. Donc quand vous allez sur ChatGPT, bonjour, est-ce que tu peux me sortir, je sais pas moi, les commandes de Docker ou me coder un site web en React, et il va vous sortir des choses parce que ça a été entraîné pour ça. Et en gros, ces LLM-là, c'est beaucoup utile pour tout ce qui est généralement de la création de texte. Typiquement, là j'ai vu aussi, il y a le premier bouquin qui a été écrit avec 5% d'IA dedans. Donc, la nana a demandé à créer du texte via du LLM. Ok. Et du coup c'est le premier prix, enfin elle a eu un prix là-dessus. La génération évidemment d'images, Midjourney, Dali. et compagnie. Mais aussi, en tout cas, ce qui nous intéresse là dans le cadre de la conférence, c'est la génération de code. Et on va vous montrer tout à l'heure comment on peut faire pour soit générer du code, soit générer des tests unitaires, soit générer d'autres choses, des déploiements sur le cloud, etc. Donc tout ça fait que c'est ce qu'on appelle la Gen AI et c'est vraiment une révolution depuis un an maintenant, plus d'un an. 2 ans. 2 ans. Ouais. Depuis la sortie de ChatGPT. De ChatGPT, ouais. Et du coup, on s'en sert beaucoup pour, on en met, enfin en tout cas chez nous, on en met partout, du sol au plafond. Alors pourquoi on en parle maintenant? Pourquoi on n'en parlait pas avant, on n'en parlait pas il y a 10 ans, quoi que ce soit. Juste un rapide retour historique. Je crois que, si je ne me trompe pas, je crois que les premières informations de réseaux neuronaux, ça arrivait en 2003 où ça a explosé avec Yann Lequin de Facebook et 2 autres personnes dont je ne me rappelle plus, qui ont sorti les premiers réseaux de neurones très complexes, enfin très profonds. Pourquoi? Parce que la capacité de calcul était devenue super importante avec les GPU, où on pouvait entraîner des modèles de réseaux de neurones qui étaient très profonds en mémoire. On arrive en 2020, OpenAI sort sa révolution avec ChatGPT. Pourquoi c'est arrivé à ce moment-là? Parce qu'on arrive sur des infrastructures cloud qui sont juste gigantesques. On parle de plusieurs millions de serveurs, c'est pas des petits serveurs. Et surtout, on est dans l'ère du big data. On verra tout à l'heure aussi, on fera un petit disclaimer là-dessus. C'est bien beau d'avoir des modèles. Vous pouvez prendre le modèle de Mistral AI avec 8 milliards de paramètres, 10 milliards de paramètres, je ne sais plus combien. Centaines de milliards, ouais, je sais plus. milliards, je crois. Mais si vous n'avez pas de données pour les entraîner dessus, ça vous sert à rien. Vous avez un modèle qui est pré-entraîné, mais ça vous sert à rien. Et donc en 2020, du coup en 2021, il y a OpenAI qui a pu sortir son modèle de machine learning type ChatGPT et ça a commencé à révolutionner le monde parce qu'on a les infrastructures, parce qu'on a le big data et qu'on a vraiment pu avoir la puissance de calcul complète pour mettre en place tout ça. Ton truc il fonctionne plus. Tant pis. Tony. Tu l'as éteint. C'est pas de ma faute. C'est trop technique. C'est trop technique, c'est ça. Donc au lieu de me chambrer là, tu m'expliques un peu ce que c'est un système expert? Le système expert, l'objectif d'un système expert, c'est de pouvoir répondre à des problèmes complexes que pose l'humain. Alors l'humain, il va venir avec un problème. J'aimerais que ça fonctionne, telle ou telle solution fonctionne de telle manière. Et on va donner ce problème, on va poser ce problème à un data scientist, à un expert, un super expert, qui va mettre en place des règles de calcul, des règles pour le moteur d'inférence qui sera en mesure d'apporter une réponse à un utilisateur par rapport à un problème complexe donné. L'objectif, c'est de remplacer l'humain. Ce qui va se passer, c'est que avec une somme de facteurs, ou une différence, il y a des conditions. On va rentrer dans un arbre de décision et on va pouvoir sortir la réponse. Finalement, le Gen AI, c'est exactement la même chose. On va construire une base de données vectorielle depuis un réseau neuronal, ce qu'expliquait Laurent juste avant. Et à partir de là, on va être en mesure de faire exactement la même chose, à partir d'une solution complexe, de pouvoir apporter une réponse. Donc ça, c'est exactement le même principe, le Gen AI, dans le cadre du système expert.
Le GenAI, ça date pas de ChatGPT en 2020, en 2018. On a commencé dans le test de Turing. Le test de Turing, l'objectif, c'était de savoir reproduire un problème complexe, résoudre un problème complexe à partir d'une machine. C'est le principe du test de Turing. Depuis, énormément, déjà les solutions cloud sont arrivées, tous les GAFAM, qui ont proposé depuis énormément de solutions, est arrivé donc, ChatGPT en 2018, qui a eu une adoption fulgurante, où en quelques mois, il y a plus de 100 millions d'utilisateurs de la solution. Au mois de décembre, juste à titre d'exemple, il y a eu 150 millions d'utilisateurs juste sur le mois de décembre de la solution ChatGPT. 150 millions d'utilisateurs, mais plusieurs milliards de demandes sur ChatGPT. On voyait un peu le... 15 milliards, de mémoire c'est 15 milliards. Je crois, ouais. Ouais. Donc l'adoption énorme, fulgurante, et on va retrouver ces solutions de GenAI finalement un peu partout, même si tout le monde parle de ChatGPT, de Bard, éventuellement solutions de Google, on va retrouver des solutions de plus en plus un peu partout. Et donc, on va retrouver donc, les usages directs, donc tout le monde va avoir le réflexe, je peux poser une question, peut-être répondre à un cours, ou je ne sais pas trop comment y répondre, à tout hasard. Vous allez peut-être utiliser du ChatGPT, Bard et autres, mais finalement, il y a énormément d'usages indirects où les solutions de GenAI sont directement embarquées dans les applications afin de prendre ou proposer des réponses pour vous. Donc, typiquement, sur des applications type Salesforce, qui embarquent aujourd'hui un moteur de GenAI qui s'appelle Einstein, qui est mis à disposition par Salesforce au cours de 2023. Donc, c'est fait partie des exemples d'applications de GenAI embarquées qui nous sont proposées, de façon consciente ou non. Et depuis, on retrouve une galaxie d'entreprises qui se sont mis à proposer également une galaxie de services. Galaxy Service. Alors, ça va être sympa, on va utiliser le premier site venu par rapport à, si on veut chercher une réponse par rapport à une solution de GenAI, on va la consommer. Malgré tout, il faut faire super attention. C'est pas parce qu'on vous avez bien conscience que vous allez mettre à disposition des informations potentiellement sensibles sur un portail de GenAI, quel qu'il soit. Si vous ne connaissez pas ce site, potentiellement, ils vont réutiliser vos données, peut-être pour les exposer à un tiers, peut-être pour entraîner leur propre modèle également. Et de là, on va se retrouver avec une fuite de données de l'entreprise. C'était le cas en 2023 pour Samsung, où ils ont un développeur a utilisé une solution de GenAI pour pouvoir l'aider dans le debug de son code. Une partie du code s'est retrouvée directement accessible sur Internet. Et le deuxième use case, c'était Samsung, où une des assistantes a voulu faire un compte-rendu de réunion. Donc, elle a envoyé l'audio sur le système de GenAI, qui a généré un super compte-rendu là-dessus, pas de souci. Sauf que ce compte-rendu confidentiel s'est retrouvé directement sur Internet. Donc, depuis, ils ont pris la décision, on arrête tout, on va couper les accès aux solutions de GenAI, que ce soit pour les développeurs et les autres employés de l'entreprise, et du coup, pénaliser. Quoi qu'il en soit, ils ont potentiellement diffusé donc, des secrets confidentiels liés à l'entreprise, liés à leur business. Ça, c'est super, super important. Faites bien attention. Pour résumer, le GenAI, ça va être à disposition des end-users ou des employés d'entreprise parce qu'on veut faire du prompt engineering, des systèmes de machines qui vont utiliser soit de l'IA en direct, soit au travers des solutions embarquées, typiquement Salesforce, les solutions Suite Office ou Google sur la partie Workspace, qui vont faire appel à des plugins embarqués en back-end. Ces quels plugins peuvent être soit hébergés dans un cloud public directement, soit dans son propre cloud privé, comme par exemple sur un tenant Azure, ou dans le cloud également privé, mais dans les data centers du client, par exemple. Okay. Trois types de hosting différents. Alors j'aime bien ce slide parce que j'ai été confronté il n'y a pas très longtemps où les solutions de GenAI, on a énormément de use cases possibles. Effectivement, faire de la génération de texte, faire des comptes rendus de réunion, générer des images, d'ailleurs toutes les images
de la présentation a été généré à partir de solutions de GenAI. Je suis pas artiste, donc il n'y a pas de choix. Et j'ai eu un use case, donc au fur et à mesure, les applications ou les solutions proposées de GenAI sont de plus en plus pertinentes. Malgré tout, certaines solutions sont encore en devenir, notamment sur la résolution de problèmes complexes. J'ai ma fille qui, a pas très longtemps, m'a posé des questions en maths. Papa, comment on fait? Comment on fait pour répondre à la question? Bon, il y a un petit moment que j'ai arrêté les maths, et en tout cas à l'école, et du coup, il pose la question à ChatGPT, comment on fait? Donc il n'a pas su répondre. Par contre, j'ai fait le travail en disant, ok, je vais prendre le problème, je vais le décomposer, ce problème, et là, petit à petit, en posant les bonnes questions finalement à ChatGPT step by step, en partie conversationnelle, parce qu'il va garder un historique des conversations et des échanges, il va apprendre de ses réponses précédentes pour apporter finalement m'apporter la solution finale à mon problème. Et donc, plus on avance dans le temps, dans les innovations, et plus finalement ce type de solutions, de problèmes complexes, seront résolus ou répondus par ces solutions de GenAI. Un petit exemple. Donc, un exemple très simple que vous devez connaître, donc poser une question à ChatGPT ou Bard ou qui vous voulez comme IA. La première étape, c'est de rentrer ce qu'on appelle le prompt. Et du coup, il y a un nouveau métier en plus qui est apparu qui s'appelle le prompt engineer. Le rôle, c'est vraiment de savoir poser des questions à la GenAI. Le prompt va ensuite interroger une base de données qui est vectorielle, comme l'a expliqué Tony déjà. Alors, le principe d'une base de données vectorielle, c'est de mettre en corrélation des morceaux de documents, des morceaux d'informations qui peuvent être similaires. Donc il faut vraiment imaginer ça comme des probabilités de on a telle information qui est à peu près proche de celle-là et puis celle-là qui est à peu près proche de celle-là. Donc une fois qu'on a envoyé ça à la base de données vectorielle, on va récupérer l'information la plus pertinente, et on verra tout à l'heure avec les tokens. Et en gros, on va recevoir la réponse sous forme de réponse générée automatiquement. Et en gros, on va avoir une jolie réponse. D'accord? Ça, c'est pour le prompt engineer. On parle ici au niveau du texte, mais il faut imaginer aussi qu'on a la même chose pour de l'audio ou pour de l'image. Voilà. Donc c'est vraiment la base de la base. Donc tu me dis que c'est allumé, c'est ça, ça fonctionne? Presque. Arrêtez. Vas-y, ça veut dire puis Du coup, pour vous donner un petit aperçu de ce qui existe, depuis tout à l'heure, Tony parle voilà, il y a des clients, il y a les end-users comme vous, comme moi, les entreprises, etc. On a essayé de faire un comparatif des trois gros clouders, Azure, Amazon et Google. Je vais parler de ceux que je connais bien, donc de Google. On a donc Bard, que vous connaissez, qui est à destination des end-users comme vous. Vous faites bard.google.com, c'est l'équivalent de ChatGPT. Vous faites du prompt, il va vous répondre. Mais aussi, on a Vertex AI, qui lui est basé pour les entreprises. Donc, imaginez que pour une entreprise qui veut créer une application, un chatbot par exemple, on peut utiliser directement Vertex AI. Et tout ça, ça s'appuie sur un LLM qu'on appelle Cody, C-O-D-E-Y, que vous voyez au-dessus. Et Google, on a vraiment un historique de créer des IA assez long. Ça fait assez longtemps qu'on en fait, plus de 10 ans j'en ai fait. Du coup, on avait sorti à l'époque Palm. Là, on a sorti Palm 2. Vous avez entendu peut-être parler aussi de Gemini qu'on a sorti. Donc Gemini Nano, Gemini Pro, Gemini Ultra, etc. et compagnie, qui sont en dessous de Bard, mais aussi qui vont se retrouver dans les téléphones. En tout cas, c'est le but. Et pour citer aussi Cocorico, c'est une boîte française, c'est Hugging Face. Oui. C'est ça. On a fait un partenariat avec Hugging Face pour pouvoir justement partager les modèles entre nous et Hugging Face. Donc ça veut dire que si vous utilisez... Pardon ? C'était annoncé hier ou avant-hier. Oui, on a essentiellement le truc. Du coup, si vous voulez vraiment utiliser des modèles qui sont déjà disponibles, soit vous passez par Vertex AI si vous faites du GCP, soit Hugging Face si vous pouvez commencer à développer votre propre application. J'ai un collègue d'ailleurs qui a publié avec quelques dizaines ou vingtaines de lignes de code avec du Java, du LangChain et du Vertex AI, un chatbot complet sur de la RAG qu'on verra juste après avec Tony qui va vous expliquer ce que c'est.
Donc voilà à peu près le panorama aujourd'hui des GAFA et de ce qu'on peut avoir comme un type de modèle. En tout cas, c'est super intéressant, je trouve, et je trouve qu'on est dans une période où on peut vraiment s'amuser au niveau de l'IA. Donc, on vous a expliqué qu'on a utilisé des modèles pour vous apporter des réponses sur la partie prompt engineering. Sauf que ça serait sympa de les entraîner, d'ailleurs que vous travaillez dans un contexte entreprise, pour vos besoins, les besoins de l'entreprise, donc à partir de vos propres documents. Et là arrive le sujet de RAG. C'est quoi le RAG? Retrieval Augmented Generation. En fait, on va prendre nos documents de l'entreprise, qu'on va découper en petits morceaux, en tokens, qu'on va injecter dans une base de données vectorielle, qui est basée sur un modèle LLM également. Et à partir de là, à partir du moment où on aura fait cet entraînement, on va avoir la possibilité, finalement, d'interroger un système de prompt engineering sur nos données directement, et non pas les données d'un modèle X, finalement, qui ne répondra absolument pas à nos besoins métiers. Et donc pour faire tout ça, une fois qu'on a fait, on a choisi, défini notre modèle, on l'a alimenté à partir de nos données entreprises. Ce qui serait sympa, c'est de savoir comment, une fois qu'on a préparé nos données, comment on va tuner notre modèle pour qu'il soit plus rapide, en tout cas qu'il réponde au business case de l'entreprise, performance, quel type de machine je mets à disposition pour pouvoir répondre à toutes mes questions de prompt engineering, de GenAI. Et pour ça, on va tuner des hyper paramètres. Typiquement, on va limiter, par exemple, en entrée d'un modèle LLM, on va limiter le nombre de tokens en entrée, en input ou en output, peut-être pour optimiser la performance, au hasard. Augmenter le nombre de GPU, de CPU mis à disposition, etc. Prévoir de l'autoscaling. Et donc ça va faire partie de toute la partie fine-tuning de notre modèle. Et au fur et à mesure, on va faire des benches. Et tant que les benches, en tout cas, ne sont pas satisfaisants, on va rentraîner le modèle, modifier les paramètres afin d'arriver à une performance satisfaisante pour les utilisateurs. Et donc, les tokens Kezako. Un token, ça va être finalement une partie, toute ou partie d'un mot que l'on va découper. Donc une phrase va être découpée, scindée en mots, ou le mot encore splitté éventuellement en sous-parties, et chacun va avoir un poids. Et en fonction de ce poids, c'est ce qui va permettre de prédire le mot qui va venir, ou la séquence de mots qui va venir. C'est exactement lorsque vous utilisez les moteurs de recherche aujourd'hui, que ce soit du GCP ou autre, vous commencez à taper une phrase, et la suite vous est proposée automatiquement. Donc ça, c'est tout simplement parce qu'ils ont entraîné leur propre modèle sur le fait de découper ces tokens qui vont prédire la suite de votre phase de phrase par rapport aux données sur lesquelles ils ont fait cet entraînement. Alors ce qui est intéressant là-dessus, c'est que Tony parle de token et on ne parle pas de mots, puisque par exemple chez nous, on s'amuse à faire de la génération de musique. Donc on a entraîné aussi un modèle de machine learning pour faire de la musique et pour prévoir la suite de la musique. Du coup, on a pu faire des choses comme je sais pas moi, créer une nouvelle musique sous la forme de Bach. Et ça ressemble vaguement à du Bach et on a de la musique qui a été générée dynamiquement. Et c'est pareil, c'est basé sur des tokens, c'est des petits bouts de musique, des petits bouts de son qu'on met de bout à bout et on peut générer comme ça une musique complète. Donc du coup, la notion de token, c'est vraiment super intéressant. Alors je pense que la musique est beaucoup plus compliquée que les textes, mais c'est vraiment des choses qu'on s'amuse à faire. Je trouve ça intéressant. Et donc, à partir de ces tokens, donc pour reprendre, en tout cas pour imager le modèle, à partir du moment où on est en entreprise, on va prendre nos documents qu'on va convertir. C'est d'ailleurs la partie de la démonstration que je vais dérouler à la fin de cette conférence. On va prendre des documents, on va les découper en chunks, en petits morceaux. Et ces petits morceaux, ensuite, c'est chacune de ces phrases, on va les découper en tokens qu'on va injecter dans une base de données vectorielle. Et c'est cette base de données vectorielle qu'on va pouvoir ensuite interroger à partir de notre modèle, dans le cas de démonstration, un modèle prévu pour faire du conversationnel. Petite info, en fonction de la langue qu'on utilise, le nombre de tokens est plus ou moins important. Sachant que l'anglais est reconnu pour être la langue la plus facile à découper en nombre de tokens, et sachant que tout à l'heure,
je disais qu'on avait la possibilité, lorsqu'on faisait du fine-tuning, de dire, OK, je vais limiter le nombre d'inputs dans un modèle LLM. Lorsque je vais l'interroger, je ne pourrais mettre que n tokens, admettons 1024 tokens. Avec cet exemple, on peut facilement voir que si on utilise de l'anglais vs du birman, je vais pouvoir lui passer beaucoup moins d'informations dans le cadre de mon prompt lorsque je vais poser une question. La question sera beaucoup moins complète donc, si je choisissais du birman que si je choisissais de l'anglais. Donc peut-être que l'une des solutions, admettons qu'on choisisse, en tout cas notre contexte utilise une langue plus complexe que l'anglais, peut-être qu'il faut prévoir d'abord de la traduire. Une fois qu'on l'a traduit en anglais, on a la possibilité d'interroger notre modèle LLM et ensuite on fait une traduction inverse pour revenir, pour apporter la réponse à l'utilisateur. Ainsi, on aura la possibilité d'apporter une conversation beaucoup plus complète au modèle avec une question-réponse. Un exemple ici de coût d'un modèle LLM. Donc là, en l'occurrence, c'est basé sur de l'Azure. On voit que on a un coût à l'input, donc à chaque question qu'on va poser, ça va nous coûter par rapport à un nombre de tokens qu'on a utilisé pour pouvoir interroger notre modèle LLM. Et on a également un coût sur le output, donc sur la réponse qui nous est apportée par notre modèle. Donc c'est le cas que ce soit sur du texte, du son ou de l'image. Donc bien faire attention en fonction des use cases. Typiquement, si on voit que ça nous coûte $4 pour générer 100 images avec DALL-E par exemple, si on met à disposition ce type de modèle ouvert sur Internet et que tout le monde se met à l'utiliser, ça va vous juste vous ruiner ou vous coûter une fortune. Donc bien faire attention comment vous utilisez chacun de ces modèles ou des services qui sont mis à disposition. Et se pose la question, mais alors pourquoi pas entraîner notre propre modèle? C'est un peu ce que disait tout à l'heure Laurent. Si vous choisissez de créer from scratch, votre propre modèle de LLM avec un corpus de données gigantesque, ça vous coûtera statistiquement, ça vous coûtera 1 million de dollars pour 3 millions de paramètres. 3 milliards de votre paramètres dans votre modèle, ce qui vous coûtera excessivement cher. À la différence que si vous utilisez un modèle LLM déjà préentraîné sur lequel vous allez injecter vos propres données entreprises, ça sera d'une beaucoup moins complexe et en temps beaucoup plus rapide et ça vous coûtera quasiment rien, proportionnellement à si vous créez votre propre modèle from scratch. Alors en termes de cas d'usage, on l'a déjà dit, on l'a déjà répété. Comment la GenAI, enfin comment les modèles peuvent nous aider au quotidien. Donc on a plusieurs choses, hein. On a la génération de texte, on a ce qu'on appelle le Retrieval Augmented Generation dont tu as parlé Tony déjà. On peut avoir de l'analyse de sentiments aussi. Bon, on faisait ça avant les LLM, mais on peut faire ça aussi. On peut faire la résolution de problèmes. Tony en a parlé avec sa fille et son problème de mathématiques. On peut générer des images. On peut faire de la génération la création de contenu, pardon. Tony aussi tout à l'heure le disait, ça te revient à $4 pour 100 images générées. Imaginez-vous que vous êtes un artiste, malheureusement, que vous êtes payé 500, 1000, 1500, 2000 balles pour générer un logo, 10 logos, 15 logos. DALL-E, ça va vous le faire sans logo pour $4. Donc malheureusement, évidemment, avec les IA génératives, on va avoir des métiers qui vont évoluer. On espère pas disparaître, mais se transformer en tout cas. Et je fais un disclaimer, même le métier de développeur va se transformer. Mais vous voyez qu'on a de l'IA générative de bout en bout, un peu n'importe où. Je vous l'ai dit tout à l'heure, un des métiers qui vient d'apparaître, je savais quoi, ça fait 6 mois, 1 an que ça s'est apparu, c'est le métier de prompt engineering. Et en gros, c'est quoi? C'est la bonne façon d'aller interroger un modèle, que ce soit ChatGPT, Bard, DALL-E, Midjourney, quoi que ce soit, pour générer l'image ou pour générer le texte dont j'ai besoin. Taper juste je veux avoir un chat en image, ça va pas être, on va avoir un chat, mais un chat n'importe lequel, alors que je veux avoir un chat qui représente, je sais pas moi, qui est sur une fusée vers l'espace sous le thème de DALL-E par exemple. On va avoir quelque chose qui va se transformer.
Et ce nouveau métier de prompt engineering, on va voir tout à l'heure aussi avec Tony et avec moi, euh, bah, c'est vraiment super intéressant, c'est vraiment super. On va pouvoir générer plein de choses avec, même du code, même des tests unitaires. Du coup, d'où le fait que le développeur aussi va se transformer. Alors avec tout ça, on vous a dit, ok, on a plein de LLM, on a plein de choses, quoi que ce soit. Comment choisir? C'est quoi les critères en fait pour choisir quel type de LLM? Si vous regardez vraiment les fondations, les Palm 2, les Llama, quoi que ce soit, vous allez voir qu'il y a plusieurs inputs, plusieurs tokens, plus ou moins grands. C'est pas le plus grand, le plus gros qui va être le plus performant, mais il faut vraiment choisir le modèle qui correspond à son besoin, génération de texte, génération d'images, génération de données. Et il faut surtout, quand on est en entreprise, choisir un modèle, ou en tout cas une façon de le hoster par rapport à des contraintes légales. Si typiquement je dois entrer de la donnée privée, on va pas faire ça, on va éviter de faire ça sur du cloud public ou en tout cas ouvert aux quatre vents. Si je dois limiter les coûts, on va éviter de créer son propre modèle from scratch. Bref, on a toute une liste de choix, ou en tout cas de critères de choix pour choisir son modèle. Petit disclaimer avant de passer la main à Tony et à la démo qu'on vous promet depuis tout à l'heure. Alors Cocorico, ouais, super, on est le premier pays, l'Europe, à avoir une régulation sur l'IA. Alors c'est très bien pour nous en tant qu'utilisateurs, d'accord. Malheureusement, ça m'a tué en tout cas. La GDPR et la régulation de l'IA font que on n'a pas le droit, les entreprises n'ont pas le droit de prendre vos données sans votre consentement. Malheureusement, si on n'a pas de données, on ne peut pas entraîner d'IA. Ce qui veut dire qu'au niveau européen, on vient de se tirer une balle dans le pied pour créer des entreprises qui veulent innover. D'accord. En Europe, on a fait ça, sauf que je peux vous garantir que les autres pays du monde, on ne va pas les citer, mais les autres pays du monde le font avec grand plaisir puisqu'ils n'ont pas cette régulation-là. Donc est-ce que c'est une bonne chose ou pas? On verra par la suite. En tout cas, pour eux, c'est forcément un accélérateur d'innovation, mais qui ne sont pas contraints par les données qu'ils sont en train de manipuler. À la différence où la communauté européenne nous dit faites attention à ce que vous manipulez, vous n'avez pas de Exactement. Allez, Tony, passez la petite démo. démo. Si tout se passe bien. Pas sûr. J'espère. Si tu as fait une vidéo, mais si, c'est bon. Par contre, Zoom, peut-être qu'on va pas. Si, vous voyez. Si, ça va le faire, je pense. Donc, je vous ai préparé une démonstration sur un modèle conversationnel. Donc, l'idée dans l'exemple, c'est de. Ok, c'est bon, tout le monde va. Donc, l'objectif, c'est de mettre en place une solution de chat avec une solution de GenAI basée sur un corpus documentaire. On l'aura alimenté. On aura, dans un premier temps, pris nos documents. On les aura injectés dans une base de données vectorielle qu'on aura découpée au préalable en tokens. Et à partir de ces tokens, on les aura injectés dans un modèle LLM qui vient de GingFace. Et le tout à partir d'un framework LangChain qui est adapté pour interroger à peu près n'importe quel type de modèle LLM. Donc une fois qu'on a alimenté nos données dans notre base de données vectorielle, on va réutiliser un autre modèle de LLM, parce qu'il y a énormément de types de modèles LLM. On a vu tout à l'heure qu'on pouvait générer des images, on pouvait générer du son, pour plein de use cases. Donc ici, en l'occurrence, j'ai pris Tiny Llama pour le modèle, pour la partie conversationnelle. Sachant que Llama est mis à disposition par Meta, Facebook. Donc ça vient de Meta, et c'est un modèle qui est extrêmement light, très léger, donc qui permet, en tout cas dans le cadre de la démonstration, qui permet de répondre à notre besoin, donc de faire du conversationnel. Et donc là, sur la partie donc, démonstration, si tout se passe bien, donc dans un premier temps, je vais importer un OS, et je souhaite ensuite importer des documents. Donc à tout hasard, j'ai pris le profil LinkedIn de Laurent et le mien, et on va le donner, ou en tout cas on va l'intégrer dans notre modèle. Donc là, il a bien vu qu'on avait deux documents, jusque-là c'est extrêmement simple. Et dans la question que je prévois de poser à mon modèle, c'est qui est Tony, qui est Laurent. Donc si tout se passe bien, il va nous répondre. C'est le fameux prompt en fait, c'est ça le prompt, c'est la question. Voilà, le prompt, ouais, effectivement, merci. Le prompt est la question qu'on va poser. Et donc,
pour pouvoir, là on va rentrer un peu dans le dur, pour pouvoir alimenter notre base de données vectorielle, on va utiliser donc le framework LongChain qui va nous permettre, à partir des documents qu'on aura découpés, on va pouvoir alimenter notre base de données vectorielle. Donc on charge nos librairies. On va charger ici, cette fois-ci, l'ensemble de nos documents. Et donc là, on voit qu'il a pu retrouver le contenu de tous les documents qu'il aura splitté en pages. Et ce qui est sympa normalement ici, ici. Donc là, on a bien la référence du premier document qu'il aura pu charger. Et dans ce document, on va avoir, et ça c'est extrêmement important, la notion de source de document. Ce que je veux, dans mon exemple, c'est que la réponse ne soit pas imaginée par le système de Genia. Je ne veux pas qu'il me fasse un chat sur la fusée avec Laurent qui court derrière. Je veux qu'il me donne vraiment une réponse qu'il n'aura pas imaginée, mais retrouvée dans mon document. C'est extrêmement important. Quand on est en entreprise, on a besoin de rechercher des informations. On n'a pas envie qu'il fasse on appelle ça de l'hallucination, mais on veut qu'il retrouve les vraies données, en tout cas dans mon contexte, les vraies données qu'il aura pu retrouver dans ma base documentaire. Et donc là, cette fois-ci, on va découper le document. Donc là, il est en train de le découper. Et une fois qu'il aura pu le découper, on va charger notre modèle LM. Donc là, c'est bon, il a découpé. On va charger notre modèle LLM sur lequel on va ensuite utiliser des librairies Torch. Torch, la librairie, en tout cas le principe de la librairie sur Python, c'est de dire, ok, est-ce que je suis dans un contexte où j'ai mon processeur, c'est la CPU ou la GPU, donc en fonction, donc j'ai toute une partie de conditionnel. Une fois que c'est chargé, j'ai bien vu que j'étais sur de la GPU, on va charger cette fois-ci notre modèle, notre modèle dans lequel on va avoir certains paramètres, c'est juste un warning, c'est pas une erreur, sur lesquels on va lui dire, je veux utiliser la référence de toute la partie metadata avec un certain nombre de tokens en entrée. Et à partir de là, je vais poser la question à partir de la query qu'on a vue tout à l'heure, qui est Tony et qui est Laurent. Je vais poser la question. Donc, il y a une simple requête donc, qui va me ressortir la réponse de qui est Laurent avec, et si tout se passe bien, dans la réponse, pour prouver qu'il n'y a pas eu d'hallucination, il va me donner la référence du document auquel il se réfère pour me répondre. Donc, ce qui permet à un utilisateur de dire, ok, j'aimerais approfondir ce qui se passe dans ce document. Ok, pas de souci, tu as la source, du coup, tu n'as plus qu'à cliquer dessus et aller consulter directement éventuellement le document. Donc, ce qu'on va faire ensuite, cette fois-ci, là, on va mettre en place le modèle conversationnel, ce qu'on a vu tout en haut du graphique tout à l'heure, afin de pouvoir qu'un utilisateur mette à disposition une interface au end-user pour qu'il puisse directement poser sa question. Alors, vous voyez ici, Tony, ce qu'il a fait juste avant de mettre en place le modèle conversationnel, c'est de faire du fine-tuning du modèle. Et ça a pris peut-être 10 secondes pour passer deux documents versus entraîner un modèle sur des centaines de GPU qui prendraient plusieurs heures. Donc, vous voyez que sur le fine-tuning, on est très très rapide. Et donc ici, typiquement dans la partie fine-tuning, je lui dis ok, mon modèle maximum c'est 2048 tokens en entrée. Enfin, on a plein de paramètres qu'on a la possibilité de rajouter. C'est pas le sujet ici, mais en tout cas, on a la possibilité d'approfondir en plus ce fine-tuning dans la série. Ensuite, on va charger notre modèle dans le pipeline pour pouvoir nous permettre d'interroger ce modèle. On y arrive. Si tout passe bien. Voilà, on y arrive. Donc, qu'est-ce qui va se passer? C'est qu'on va avoir une query, donc c'est l'input. On va avoir le résultat, c'est l'output. Et toute la partie source documentaire, la référence à la source documentaire qui dans mon contexte est super importante. Et du coup, je vais pouvoir le retourner. Et en l'occurrence ici, à la question qui est Laurent et qui est Tony. Donc Tony, c'est un super solution architecte bien entendu, avec la référence en tout cas sur le document PDF sur lequel il s'est inscrit. Pareil pour Laurent qui
participe à énormément de conférences, etc. Et donc là, on va retrouver toute la référence à nos questions, de façon extrêmement simple. Donc là, en mode chatbot, le modèle nous permet de dire, bah, ok, qui est who is Laurent en 2 phrases. Et normalement, si tout se passe bien, ça c'est le principe du live, ça ne marche pas toujours. On va voir. Mais si ça fonctionne. Ça a fonctionné. Ah, si, c'est bon. Ah, il m'a sorti pas mal. Donc, Laurent est un solution architect qui travaille pour Google, basé sur Paris, etc. Et donc, il nous donne les documents sur lesquels il s'est référé pour pouvoir me répondre. Alors vous vous rendez bien compte que ce genre de démo, d'application au sein d'une entreprise, quand vous avez des centaines, voire des milliers de documents à parser, vous pouvez très bien entraîner un modèle de machine learning, le fine-tuner avec vos données internes de votre entreprise, d'avoir un chatbot et du coup de gagner énormément de temps sur la recherche de documentaire, ou en tout cas d'avoir directement des informations très précises. Et donc ensuite, une fois qu'on a alimenté donc, notre base de données vectorielle, on se dit, OK, on va le mettre à disposition au travers d'une API pour qu'on puisse exposer service auprès des end-users. OK, bah, on va utiliser, donc, toujours avec le framework LangChain, on va exporter notre base de données vectorielle dans un format, en l'occurrence dans un format PKL, sur lequel, donc là, on va lancer l'export. Voilà, vive la démo. Il n'est pas content parce que je me l'excite. Il est vraiment pas content. Ah, c'est le principe de la démo, c'est pour ça que j'ai fait une vidéo. Effectivement. Mais c'est pas grave, si tout se passe bien, je vais pouvoir interroger ma base de données que j'ai exportée. Donc, en l'occurrence, dis-moi en plus sur Laurent. Et donc là, en contactant l'API que j'ai exposé, en tout cas que j'ai développé en quelques lignes, quelques lignes de code, donc qui m'explique donc, qui est Laurent, qui est Tony, etc. De façon extrêmement simple. Et pour hop là. Et là, on va passer à toi, parce que sinon, on n'aura pas le temps. Ouais. On a un peu dépassé, mais il me reste 5 minutes pour vous faire une petite démo sur Duet AI chez nous. Hop, voilà, je fais tout tomber, mais c'est pas grave. Alors, maintenant je vais vous parler de Duet AI. C'est un autre produit grand public que nous on a chez Google et surtout à destination des développeurs. Merci. Alors la démo elle est sur GitHub, je vous enverrai le lien si vous voulez, c'est que du prompt engineering et en gros on a notre produit à nous qui s'appelle Duet AI, donc vous avez le petit truc ici en dessous. Et le but du jeu c'est quoi? C'est je vais essayer de générer une application en quelques minutes, en plus il reste 5 minutes donc on va voir. En gros, je peux demander à Duet AI ici qui est directement dans VS Code, typiquement ce genre de questions là, donc je suis nouveau chez Google. Est-ce que tu peux me dire un petit peu ce qui existe en termes de conteneurisation chez nous? Et il va nous répondre, on a Cloud Run, Cloud Function, qui nous permet d'héberger des containers et de les faire tourner. Sauf que comme je connais absolument rien moi à Cloud Run ou Cloud Function, je peux lui dire, alors c'est quoi les différences? Et explique-le-moi en de simples termes pour que je puisse comprendre. Et Duet AI va me répondre, Cloud Run c'est fully managed et Cloud Function c'est plus léger mais ça a quelques problématiques. Alors en vrai c'est beaucoup plus complexe que ça, mais vous avez un premier aperçu de ce que vous pouvez avoir en termes de prompt engineering. Et je peux lui dire aussi, ok, pas de souci, moi j'ai envie de créer une nouvelle application, alors je vais le faire avec du Cloud Run, explique-moi comment on peut faire pour créer une nouvelle application avec Cloud Run. Elle me dit c'est facile, tu ouvres Cloud Code, tu fais command Shift P, tu tapes create application, tu choisis ton langage et puis YOLO. Donc c'est ce qu'on va faire. Create app, Cloud Run.
pourquoi je le vois pas. Oh, c'est moche. Il a disparu. Non, non, ça va aller. Non, je sais pas pourquoi. Écoute, ça a disparu. Super. Effet démo aussi. Et bah écoute, c'est pas grave. Je vais pas demander à Copilot, non. Bref. Non, mais c'est dommage. Bah écoutez, effet démo, je sais pas pourquoi ça a disparu là-dessus. Mais en gros, ce qu'on peut faire, ce qu'on peut s'amuser à faire, c'est aussi d'expliquer un petit peu ce que c'est un Dockerfile, de générer du texte. Dans la démo, j'avais génère-moi du texte, enfin génère-moi pardon du code qui correspond à une route d'applicative en Flask et tu me sors ça en format JSON. Et voilà le type de code qu'il va me générer. Donc vous voyez que c'est absolument génial pour un développeur qui n'y connaît rien parce que vous pouvez faire une application très rapidement. On est capable aussi de lui demander de générer des tests unitaires là-dessus et du coup d'avoir des tests associés sans, entre guillemets, jamais savoir comment coder en Python. Moi je ne suis pas un codeur Python donc je peux, entre guillemets, le croire sur parole. Le gros souci de ça, encore une fois, on en a parlé avec Tony, c'est que les IA peuvent halluciner. Donc, moi, donnant des cours aussi à des étudiants comme vous, il y a beaucoup d'étudiants qui copie-collent des réponses dans ChatGPT et autres et récupèrent les réponses. Alors, j'ai rien contre. Vous allez me sortir, mais il faut vivre avec son temps. ChatGPT, c'est un outil comme tout le monde. J'ai aucun souci là-dessus. Le seul truc, c'est comprenez ce qu'il vous répond. Puisque s'il vous répond des choses qui ne sont pas, que vous ne connaissez pas ou qui n'existent pas, vous allez passer énormément de temps à vouloir débugger, alors que si vous connaissez la réponse que vous attendez, typiquement ça peut être beaucoup plus rapide. Je suis vraiment désolé pour la démo, j'enverrai le GitHub si vous voulez tester le code, mais voilà, je ne sais pas pourquoi ça a disparu. Du même principe, je mettrai, vu que j'ai pas été jusqu'au bout de ma démonstration, j'avais un front-end également à disposition. Je te mettrai à disposition sur mon repo GitHub. Yes. Merci beaucoup, messieurs. Merci.